qui a débuté, pas encore. Demandez le contrôle. Vous enregistrez cette réunion, c'est parti. Donc on va enregistrer pour que ce soit disponible aux personnes qui ne peuvent pas assister à ce webinaire et puis vous l'envoyez en replay évidemment si vous devez partir, aussi un peu plus tôt. Donc, pour commencer ce webinaire, on va faire un petit temps, de présentation, le temps que tout le monde arrive. Donc, l'ADMA, l'Académie des mobilités actives, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est du coup un programme, porté par la FUB, et Roseau. Donc la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, donc la fédération des assos françaises, pro vélo, et aussi Roseau, un cabinet de conseil en économie d'énergie. Et donc, l'idée de l'ADMA qui a été lancée il y a 2 ans, c'est partir du constat qu'en France, on a une volonté, politique de plus en plus forte, sur le vélo. Bon, le récent plan vélo, d'il y a quelques jours, nous le rappelle également, mais par contre, on a aussi un manque, d'expertise et de connaissances sur les mobilités actives, donc la marche et le vélo également, donc ça fait partie de nos sujets. Et donc on a, comme objectif avec, plein d'autres acteurs évidemment qui sont dans le domaine, évidemment les collectivités, mais aussi d'autres organismes comme, l'ADEME ou le CEREMA qui participent au pilotage de notre projet, d'essayer de, accompagner, cette montée en compétences et un peu de proposer des formations et des contenus, sur les sujets des mobilités actives, donc, sur la marche et sur le vélo. Et donc nous, on anime, des formations que vous pouvez retrouver sur notre site, mobilité, au pluriel-active au pluriel.fr. Donc des formations avec différentes sessions. Donc là, notamment, on lancera bientôt de nouvelles formations, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant, sur le site web, de nos actualités en termes de formation, et nos formations, bah, sont financées par les programmes C2E, donc gratuites pour, les participants et les apprenants qui souhaitent y participer. Et on a également des ressources qu'on met à disposition en ligne ou sur notre, chaîne YouTube aussi, des petites vidéos, grand public, qu'on diffuse, et puis aussi également des webinaires comme celui-ci, que l'on a souhaité, organiser, donc en invitant, heu, Ivana, de la métropole de Strasbourg, et également, sa collègue, et j'ai un trou de prénom, je suis désolé, ça va me revenir. Et Cécile, pardon, qui va du coup nous présenter le programme, Challenge Mais à vélo, de la ville de Strasbourg. Et également, on aura une présentation de Xavier, Bribois, donc docteur en psychologie, qui connaît aussi le sujet des changements de comportement, qui pourra faire le lien, avec cette thématique. Et nous, à travers cette thématique et l'ensemble des sujets, on essaye de toucher une grande variété de publics. Donc on a évidemment, les pouvoirs publics, la société civile avec des associations, donc vous êtes sûrement parmi certains d'entre vous aussi du milieu associatif. Acteurs économiques aussi, des entreprises. On sait aussi que parmi le public, on a des personnes issues de ce milieu-là, et puis on donne aussi des formations et on touche aussi le public, universitaire, notamment avec des étudiants et des formateurs. Pour continuer à accueillir tout le monde et rester dans la thématique du jour, on va pouvoir vous poser d'abord des petites questions pour se connaître un peu justement le public et les personnes qu'on a dans cette audience, en vous demandant si vous savez ce que c'est un challenge, de mobilité. Donc là, vous allez avoir une question qui va apparaître, en face de vous. On vous demande, voilà: «Savez-vous ce que c'est un challenge de mobilité?» Donc on vous laisse, nous répondre très rapidement. Voilà, c'est une petite manière de patienter avec, l'arrivée des autres, participants. Et donc là, on voit qu'on a, 86 des personnes qui connaissent parfaitement les challenges de mobilité. Ah, ça diminue un peu, plus que 70, 36. Ah, ça s'équilibre un peu entre ceux qui connaissent très bien et ceux qui, connaissent un peu les challenges de mobilité, mais en tout cas, on n'a pas de novices, plutôt des spécialistes, ou en tout cas des gens qui souhaitent, en connaître davantage sur les challenges. Donc j'ai une deuxième petite question pour vous. La question suivante, pour essayer encore une fois d'avoir une idée du public, avec nous. Question suivante: avez-vous déjà participé à un challenge, de mobilité? Donc là, la question, c'est pour savoir si vous avez déjà participé en tant qu'organisateur, en tant que participant, ou pas du tout, ni organisateur ni participant. Voilà, pour avoir une petite idée du public. Donc on voit, on a 50, un peu moins, 47, ça baisse, de personnes qui n'ont ni organisé ni participé à un challenge.
plus visiblement d'organisateurs parmi notre audience, avec 35 d'organisateurs pour l'instant, 19 de participants et donc la majorité, 46 qui n'auraient ni participé, ni organisé, de challenge. Voilà, ça nous permet d'avoir une petite idée, du public présent. Donc on voit qu'on a majorité de gens qui n'ont pas participé ni organisé, mais quand même pas mal de gens qui ont organisé. Donc ça sera intéressant, de profiter, de l'expérience strasbourgeoise, peut-être pour s'inspirer, des bonnes pratiques et évidemment des retours, de Xavier qui essaiera de décrypter un peu, voilà, le concept de changement de comportement et voir comment les challenges peuvent aider à cela. Et dernière petite, question, selon vous, est-ce que les challenges de mobilité sont efficaces pour initier un changement des habitudes, de déplacement? Donc là, on vous laisse, répondre sur votre impression, votre, sensation par rapport au sujet. Donc, on n'a pas du tout, pour l'instant de réfractaires, au challenge puisque 0 des gens ont répondu pas du tout et du coup, tout le monde est un peu mitigé, visiblement 79, 21 pensent que c'est très efficace, absolument. Les challenges, de mobilité, c'est efficace pour initier des changements d'habitude. Et donc on va voir justement, à quel point ça fonctionne avec l'exemple de Strasbourg et la lecture, de Xavier. Merci beaucoup à toutes et à tous pour cette, petite participation. Ça nous permet d'avoir une idée du public qu'on a avec nous et puis ça permet aussi à nos intervenants de peut-être calibrer, leurs interventions et pouvoir réagir en fonction de ça. Très rapidement, avant de laisser la parole, à mes collègues et aux intervenants pour vous rappeler le déroulé. Donc d'abord, on aura une présentation de la part de Jean-Baptiste Gernet, donc de l'ADMA, qui vous présentera rapidement un peu, les challenges de mobilité en général et un peu, une sorte de panorama, français, des challenges et même aussi un peu international. On parlera aussi peut-être de la Suisse. Ensuite, une présentation du coup, de Cécile et Ivana sur l'Eurométropole de Strasbourg avec le challenge Au boulot à vélo, donc un challenge de mobilité qui est orienté, sur, l'usage du vélo et ensuite en troisième temps, l'analyse et la présentation de Xavier Bribois sur les changements de comportement et les challenges de mobilité. Vous pourrez poser des questions, dans le chat, tout au long de la présentation, il n'y a pas de souci évidemment. Avec, ma collègue Marie, on essaiera de prendre et de mettre, de côté, certaines questions, notamment pour les poser aux intervenants et puis à la fin aussi, on pourra compiler l'ensemble de vos questions, notamment sur certaines thématiques, liées au challenge et on pourra les aborder et les poser à nos participants en faisant un peu des pools de questions par thématique pour essayer de brosser un maximum de vos remarques et de vos questions et de pouvoir les faire réagir, là-dessus. J'espère que c'était clair et pour toutes et tous et puis on va pouvoir commencer. Je vais passer la parole à mon collègue Jean-Baptiste. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais faire une rapide présentation introductive donc pour un peu défricher quelques notions avant les interventions de nos invités. Et d'abord pour définir les déplacements domicile-travail dont on va parler aujourd'hui et reprendre donc la définition de l'INSEE qui parle donc des actifs en emploi ou en apprentissage. Donc on parle des personnes de plus de 15 ans qui résident en France, hors Mayotte dans les statistiques de l'INSEE et qui se déplacent à moins de 150 kilomètres pour aller travailler. Donc ça fait quand même 24,6 millions de personnes qui se déplacent les jours d'activité pour aller travailler. Et comme vous le voyez, il y a un tiers de ces personnes qui font moins de 5 kilomètres pour aller travailler, donc plutôt dans la zone de pertinence, si ce n'est de la marche, au moins du vélo. Et la moitié, par contre, de ces personnes résident à plus de 9 kilomètres de son lieu de travail. Et surtout, les déplacements domicile-travail représentent, comme vous le voyez, 15% des émissions liées au transport terrestre et 4% des émissions de gaz à effet de serre de la France au total. Et donc, c'est des déplacements qui, vous vous en doutez peut-être, dans les statistiques de l'INSEE, sont des déplacements sur lesquels la voiture reste majoritaire. Alors, on ne parle pas ici de part modale, mais on parle en fait du mode de déplacement le plus souvent utilisé, c'est-à-dire que dans les recensements de la population, c'est la question que pose l'INSEE. Quel est le mode de déplacement que vous utilisez le plus pour vous rendre au travail, donc le mode dominant. Et donc, c'est la voiture à 74%, la marche à 6% et le vélo à seulement, entre guillemets, 2%, même si c'est une proportion et des statistiques
statistiques qui progressent ces dernières années pour le vélo. Et comme vous le voyez à droite de l'écran, il y a des disparités territoriales selon qu'on est dans des pôles, donc plutôt dans des communes, dans des territoires avec une densité de population, de services et d'emplois, ou quand on s'éloigne de cette densité, et notamment dans les communes hors attraction des villes, vous voyez que la voiture passe de 58,4% à 89,1, 89,6%, donc une part plus importante. Et inversement, le vélo et la marche ont plus aussi de succès dans les pôles, et c'est-à-dire dans les territoires les plus denses. Un autre élément rapidement, c'est qu'il y a un intérêt récent du législateur aussi pour ce sujet des déplacements domicile-travail, avec le forfait mobilité durable. On cite notamment le baromètre du forfait des mobilités durables, dont la deuxième édition est parue en juin 2022, et qui est un baromètre initié par le ministère de la Transition écologique et l'ADEME pour suivre le déploiement de ce forfait mobilité durable, et qui est piloté par VIAID et par Ecodev. Et donc, on vous invite aussi à consulter cette ressource si vous vous intéressez à ce sujet, ainsi que la fiche thématique que l'ADMA a publiée aussi sur le FMD, donc le forfait mobilité durable, dans le secteur privé. Et un autre élément issu de la loi d'orientation des mobilités, c'est le fait que les mobilités, justement, domicile-travail, sont intégrées aux négociations annuelles obligatoires pour une partie des entreprises. Et donc, ça devient de plus en plus un sujet de préoccupation des salariés comme des employeurs. Aujourd'hui, on va parler des challenges de mobilité. Donc, on vous propose la définition que vous voyez à l'écran, et qui est une définition de l'ADEME, qui est issue d'un rapport de juin 2018, qui s'affiche aussi à droite de l'écran, sur l'évaluation des changements de comportement induits par l'organisation d'un challenge de mobilité. Et donc, nous, on va un peu discuter de cette question à travers aujourd'hui l'exemple de Strasbourg, qui est un challenge plutôt ancré historiquement. Cécile et Ivana l'expliqueront, qui a un succès de participation aussi important. Et donc, ça vous permettra d'en apprendre davantage justement sur l'organisation, mais aussi l'inscription d'un challenge dans le temps, et la question aussi de son évaluation, qui est aussi la question que pose l'ADEME dans ce rapport, hein, qu'on vous invite aussi à consulter. Et donc, si aujourd'hui on parle de Strasbourg, dans ce rapport, vous avez trois autres exemples des challenges de Sophia Antipolis, de la région Hauts-de-France et de l'agglomération toulousaine, voilà, qui montre aussi quels sont les participants à ce challenge, quelles sont leurs habitudes de mobilité, quelles sont leurs motivations pour participer à un tel challenge. Et surtout en matière d'évaluation, vous voyez la phrase en bas de l'écran sur aussi la difficulté un peu à avoir des données pour évaluer l'impact du challenge mobilité. On parlera des données que possède Strasbourg sur son propre challenge. Mais en tout cas, ce que souligne ce rapport de l'ADEME, c'est que c'est important de suivre les personnes dans le temps, et les mêmes personnes d'un challenge à l'autre ou d'une année à l'autre, pour voir aussi comment évolue leur comportement de mobilité. Et pour finir donc sur cette introduction et la définition des challenges, on a voulu aussi vous montrer non pas un panorama global, mais un peu la diversité de ce qui peut exister en matière de challenge de mobilité, avec trois exemples qui s'affichent dans le tableau. Donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Sofia Antipolis et Strasbourg. Et vous voyez qu'on peut avoir des challenges qui sont organisés à des échelles différentes, régionales, à l'échelle d'une métropole, d'une zone inter-entreprise. Des challenges qui peuvent viser plusieurs modes de déplacement alternatifs, le covoiturage, les transports en commun, la marche, le vélo, ou par voie un seul mode, comme c'est l'exemple de Strasbourg, puisque c'est un challenge qui est centré sur la question du vélo. Et puis, c'est des challenges qui peuvent aussi avoir une durée variable, hein, un jour, une semaine, 2 fois 2 semaines, ou maintenant un mois pour Strasbourg. Donc, ça va d'un jour à d'un mois sur la durée de ces challenges. Et puis aussi une diversité d'organisateurs, hein, puisque par exemple, le challenge de Sophia Antipolis est plutôt organisé par une sorte de club d'entreprise sur place, alors que dans le cas de Strasbourg, il a été créé et il est organisé par l'association Le Cadre 67, en lien et avec le soutien de la métropole. Ivana et Cécile pourront le détailler. Et donc, je vais, pour poursuivre, passer la parole justement à Ivana et à Cécile, dans l'ordre qu'elles souhaitent. C'est à elles de prendre le micro. Alors, ce sera moi en tout premier. Bonjour à tous. Donc, Cécile Lequen, je travaille pour la direction des mobilités au sein du service organisation et planification de la mobilité avec Ivana Kovacic. On va faire cette présentation à deux voix.
On travaille pour un département qui s'occupe des services de mobilité et de la promotion des mobilités alternatives, à la voiture individuelle. Et donc on coordonne, chaque année avec le Cadre 67, ce bel événement qui est, Au boulot à vélo et qui en est à sa 13e édition. Donc un sommaire un peu touffu, mais vous verrez, on ira rapidement à l'essentiel de ce qui vous intéresse. Donc je vais me permettre de présenter pour ma part, les 2 premiers points, le territoire, l'historique du challenge et puis je passerai la parole à Ivana et je reviendrai, pour présenter les 2 derniers points. Donc concernant le territoire, hein, on est à Strasbourg, 30 l'Eurométropole, hein, pour être très précise, l'Eurométropole de Strasbourg, c'est 33 communes. Autour de 500 000 habitants aujourd'hui. On est le long du Rhin, donc on a des passerelles assez importantes avec, nos voisins allemands. On fait partie, de la même agglomération, que la ville de Kehl, par exemple, qui est de l'autre côté de la frontière. Donc, une métropole qui, constate, petit à petit, une très forte progression de l'usage du vélo, hein, sur les 10 dernières années. Ces résultats, ce sont les résultats de 2 enquêtes ménages. Une enquête ménage déplacement complète en 2009, une enquête ménage allégée en 2019, avec, d'excellents résultats sur, le retour de l'année 2019, hein, puisque, pour ce qui concerne les modes actifs, on est vraiment sur, une progression nette, de la marche, du vélo, et également des transports collectifs. On peut passer à la slide suivante, mais en tout cas, voilà, pour dire qu'on atteint 11 aujourd'hui, de part modale vélo sur le territoire. On se rapproche fortement des résultats, de nos voisins allemands, là où en France, effectivement, on est autour des 3-4. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que l'usage de la marche à pied et du vélo croît très fortement sur les déplacements de moins de 3 kilomètres, hein, qui représentent les 2 tiers des déplacements sur le territoire. Là où le vélo, effectivement, prend un petit peu moins de place, mais progresse sur les 3 à 5 kilomètres, mais vient se faire, un petit peu concurrencer par les transports collectifs. Voilà. Ce qui est important aussi de souligner sur le territoire, c'est, une forme de disparité, hein. On ne peut pas, ne pas regarder ce qui se passe en périurbain. On est 33 communes avec des communes plus rurales vers l'extérieur, assez classiquement. Le cœur de Strasbourg, du coup, atteint quasiment les 16 de part modale vélo, tandis qu'en frange, périurbaine, notamment sur les secteurs ouest et sud, là, on est sur des résultats plus conformes, on va dire, à la moyenne française avec une part de l'automobile, individuelle plus présente. La marche reste assez, présente comme dans toutes les petites villes et puis le vélo, peine à se développer, voire, parfois, tend à diminuer. Donc voilà, on a les problématiques, quand même du périurbain, sur, l'Eurométropole de Strasbourg comme partout. Donc quelques mots sur le PAMA, donc qui est notre, le plan d'action pour les mobilités actives, hein. Juste pour dire qu'on a une approche, en termes de développement, du réseau cyclable, sa hiérarchisation et toute une réflexion qui a été menée ces dernières années justement pour, améliorer l'offre d'infrastructures. Donc aujourd'hui, ce PAMA, il se décline effectivement en différents points, et plans d'action sur, la construction, le développement des pistes cyclables. Il a également tout un volet, effectivement, incitation au vélo, accompagnement, de l'environnement et de la culture vélo sur le territoire. Et donc, c'est là que se situe finalement, ce challenge au boulot à vélo. C'est ça qu'on veut continuer à promouvoir. Donc, dans le cadre de ce PAMA, on a désormais depuis 2020 un plan d'action, pour le développement du vélo sur 2021-2028 avec, 3 grands axes. Placer le vélo au bon endroit, créer du lien en développant les liaisons première et deuxième couronne, les liaisons entre l'Eurométropole et les intercommunalités voisines et puis des passerelles, des liaisons nouvelles, vers, l'Allemagne notamment, mais également vers, intercommunes, vers l'extérieur. Et enfin, notre dernier point, pour ce projet, c'est le développement et la poursuite du développement de ce qu'on appelle Vélostras, qui est le réseau cyclable à haut niveau de service de l'Eurométropole, avec, une identité propre, de la visibilité, des gabarits de voirie qui sont plus conséquents, plus confortables que, les pistes cyclables habituelles, un éclairage public, voilà, donc quelque chose qui est assez attractif et qu'on souhaite, continuer à développer pour avoir, quelque chose de continu, de maillé sur le territoire.
Donc tout ça, c'est bien. On atteindra très prochainement les 700 kilomètres de pistes cyclables. La question, c'est après quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, c'est vraiment le propos, d'aujourd'hui. L'infrastructure ne fait pas tout. Il faut qu'on ait tout un travail, sur, la promotion du vélo d'une manière générale en tant que véhicule. Qu'est-ce qu'on propose? Ce à quoi les gens peuvent accéder? Les services également, donc je vous le disais, on représente le département de développement des services de mobilité. C'est important de pouvoir, penser, tout ce qui va autour de l'infrastructure. Et puis évidemment avoir une approche multimodale et ne pas penser que, mode vélo. Ça fait partie, du plan mobilité active et on essaye de s'y tenir et évidemment sous-tendu, autour de ces 3 grands pôles, infrastructure, vélo, service, la communication, l'innovation et dans la communication évidemment des manières d'approcher les publics, à travers différents prismes. Un des prismes phares, c'est ce challenge au boulot à vélo pour le territoire. Et je finirai là-dessus en disant que on a travaillé aussi beaucoup sur les freins et les leviers, autour du vélo ces dernières années, hein. On s'est posé des questions, on a fait une grande enquête, en 2020, pour en savoir plus sur ce qui empêchait les gens de se mettre au vélo. Ce qui ressort, c'est évidemment pas la communication, c'est, ce souhait de sécurité, ce souhait d'entretien et de dépannage, comment je me déplace du point A au point B en étant sûr de pouvoir arriver à bon port sans avoir trop de difficultés. Qu'est-ce qu'on me met à disposition? Est-ce que je peux avoir un vélo, en location facilement? Est-ce que je peux le reposer et cetera? Et donc je vous ai juste mis le nuage de mots-clés qui ressort de l'enquête, heu, pour se dire qu'il y a à la fois ces côtés sécuritaires, entretien, très pratiques, très pragmatiques de l'usager ou du non-usager qui ressortaient de cette enquête et dans le même temps, on a vu ressortir ce souhait de liberté, de balade, de détente, de fluidité, de rapidité et cetera. Donc c'est tout ça qu'on aime promouvoir aussi quand on lance les campagnes du challenge au boulot à vélo, montrer que le vélo c'est un mode, positif de déplacement, qui n'a pas d'impact sur, les gaz à effet de serre ou sur la qualité de l'air. Donc c'est tout ça aussi qu'on essaye de développer dans le discours autour du challenge. Voilà. Alors l'historique du challenge en quelques mots. Donc on a, sur le territoire, la chance d'avoir une association, qui s'appelle le Cadre 67, hein, qui a été créée en 1975 et qui est désormais très présente, dans l'action de promotion du vélo, sur tous ses volets, sur l'Eurométropole de Strasbourg et c'est eux qui, en 2009, organisent, un premier challenge autour des déplacements à vélo sur le territoire de l'Alsace dans un premier temps et qui vise les entreprises. Donc on est sur un challenge interentreprises et puis petit à petit, ben, c'est ce qu'on verra dans les retours qu'on va vous faire, ce challenge il prend de l'ampleur, les réseaux sociaux, servent aussi de relais d'information, le bouche à oreille se développe, le comment dire? Le contact vers les entreprises est de plus en plus facile, et évidemment il y a cette présence de l'association un peu partout dans les zones d'activité qui permet, bah, voilà, de parler du challenge, d'enrôler du monde et d'enrôler notamment, pas que des entreprises, mais aussi des administrations puisque l'Eurométropole, participe, comme, tout employeur finalement au démarrage, à ce challenge, à cette aventure et en 2014, l'Eurométropole décide de devenir vraiment partenaire financier, technique et de faire la promotion, de l'événement via des campagnes de communication. Donc chaque année, il y a une campagne qui est déclinée et puis le nombre des participants, on va le voir, ne cesse d'augmenter, des entreprises, et on voit vraiment l'enthousiasme autour de ce challenge se développer chaque année. Donc on vous a fait un petit graphique là très, très rapide avec les chiffres à partir de 2015. On voit que voilà, en jaune donc, les entreprises, participantes, le nombre d'entreprises participantes sur le territoire et puis en bleu, le nombre de participants inscrits, correspondants. Donc on voit que ça n'a cessé d'augmenter avec, un petit creux, autour de l'année 2020 pour les raisons qu'on connaît tous. Et puis, on était très contents l'année dernière de revoir, la progression se faire avec, 8 800 participants, 472 entreprises. Donc déjà en 2021, on augmentait, les scores, si je peux m'exprimer comme ça. Même s'il y avait un petit peu moins de participants, il y avait plus d'entreprises, ce qui nous intéresse beaucoup pour pouvoir parler mobilité avec les employeurs. Et ben, cette année, voilà, on a un résultat qui est extraordinaire, heu
et qui dépassait vraiment les attentes, hein. On a dépassé largement, on n'osait pas parler du million de kilomètres parcourus, et on l'a largement dépassé au final, avec tous ces participants, 14 300 et quelques participants, plus de 700 entreprises. Donc voilà un petit peu où en est le challenge et on va essayer de vous dérouler, comment on opère, ce challenge, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui peut-être explique d'une manière ou d'une autre, ces bons résultats? Il y a sans doute des choses qu'on ne maîtrise pas et qui dépassent un petit peu nos souhaits et tant mieux. Et puis il y a une partie qu'on voulait vous montrer, le travail de fond qui est fait avec le cadre et avec, les agents de la collectivité et toutes les entreprises finalement qui émulent un peu ce challenge chaque année. Je vais laisser la parole à Ivana pour, la suite de la présentation. Donc, bonjour à tous et à tous. Comme on a dit, ce challenge, il est vraiment le fruit du travail de 467. Donc, sur le slide prochain, vous voyez en fait que ce challenge a commencé en 2009. Ça s'appelait en fait le challenge inter-entreprise du printemps du vélo. Et donc, en fait, ensuite, 467 a décidé de porter le nom de challenge Au boulot à vélo. Et en fait, c'est dorénavant devenu une marque déposée. Et en fait, juste pour l'info à tout le monde, si vous avez l'idée d'appeler votre challenge Au boulot à vélo, en fait, il faut demander les droits à l'association 467. Il y a des petits malins qui ont déjà essayé, mais c'est vraiment une marque déposée et qu'il faut respecter. Donc, depuis 2014-2015, il y a des grandes campagnes de communication parce que la métropole de Strasbourg a décidé de vraiment porter ce volet de communication et travailler avec le 467. Tout cela, en fait, pourquoi? Pour recruter le plus de monde, plus des entreprises, plus des participants. Donc en fait, sur le slide prochain, vous allez voir que ce recrutement, comment il passe? Ça se passe via des campagnes de communication qu'on appelle MOPI, donc c'est des grandes affiches que vous voyez dans l'espace public. On a aussi des campagnes sur internet. Le point d'exclamation, vous voyez, c'est le logo depuis le début et en fait, il est déposé à côté des pistes cyclables un mois avant le challenge pour bien parler, voilà, préparez-vous, le challenge arrive. Donc depuis, quelques années maintenant, on a une page Facebook, on a une page Twitter, Instagram, Snapchat, donc on fait plus de flyers, comme avant et aussi cette communication, passe, par 467 qui est 2 semaines avant le challenge dans les parcs d'assistance, et qui donne toutes ces informations vraiment dans les zones où on trouve beaucoup de salariés. Et ensuite, ça s'est un peu exporté de plus en plus au niveau national, grâce à tout le monde qui a essayé notre challenge, qui a participé au challenge à Strasbourg. Et ensuite, on a des gens qui ont déménagé à Bordeaux, qui ont déménagé à Toulouse et qui nous ont demandé ensuite, comment faire ça chez moi, dans mon nouveau chez moi, comment le faire à Bordeaux, comment le faire à Toulouse. Et donc sur les slides prochaines, vous voyez que nos campagnes de communication très souvent mettent en avant, les gens qui ont fait le challenge. Dans les premières 3 affiches que vous voyez de gauche, en fait, c'est vraiment des gens qui ont participé au challenge et qui sont exprimé le souhait de participer à nos campagnes de communication. Vous voyez aussi à droite qu'on avait une campagne un peu Covid avec un masque, mais quand même avec un grand sourire. Et sur le slide prochain, vous voyez qu'on a même gagné, pour la campagne 2021, en fait, on a gagné le prix de communication de Club des villes, cyclables, l'année dernière. Et sur le slide d'après, vous voyez la campagne de cette année, donc au boulot à vélo, cette année avec l'Eurodistrict et ensuite, aussi à l'école à vélo parce qu'on le fait aussi avec les écoles. Et ce qui est très important dans notre challenge, c'est le référent. En fait, chaque équipe, chaque entreprise a un référent et il est vraiment le moyen le plus facile de toucher le plus possible de salariés, en fait. Il envoie le lien d'inscription à toute l'entreprise, il communique avec toutes les informations importantes, il est là pour motiver les équipes, pour leur dire: «N'oubliez pas de rendre vos kilomètres», donc il fait vraiment beaucoup de travail, et on est vraiment reconnaissant à nos référents. Et il y a beaucoup de choses qui, après 13 ans, marchent, toutes seules. Ensuite, le challenge qui est gratuit, qui s'inscrit maintenant dans la durée, donc plus que 10 ans. Tout le monde en parle, tout l'Eurométropole parle de ce challenge.
On a vraiment cette image très positive de vélo taffeur. Il y a de plus en plus des groupes Facebook où vous devrez le voir toute seule. Et ensuite, avec la sortie, tout le monde est, après le Covid, un peu motivé de se mettre sur le vélo. Et donc, on profite de cette motivation, nous aussi. Et quand on parle donc des cibles ensuite et des intérêts de ce challenge, bah, nous, en fait, on veut toucher tout le monde. Ceux qui sont déjà sur le vélo, bah, continuez. Ceux qui n'ont jamais essayé, ceux qui ont d'habitude de tout le temps être en voiture. Donc, vraiment, nos cibles, c'est tout le monde. Et donc, on a des gens qui parfois sont plus motivés par l'économie budgétaire. Parfois, ils sont plus motivés par l'économie donc de temps. Et donc, en fait, chacun trouve une motivation de se joindre à notre challenge. De toute Ivana, façon, je vous coupe, il vous reste 5 minutes. oui, merci. Oui. Donc en fait, on essaye vraiment d'utiliser ce challenge, de aussi comme promotion des entreprises elles-mêmes. C'est elles qui sont saisies pour faire la promotion via nos réseaux sociaux. Et pour pas prendre plus de temps, je vous passerai, aux étapes clés d'organisation de notre challenge avec le 467. Donc, ça commence déjà là, en fait, en septembre, on commence à organiser challenge pour l'année prochaine. Donc, on fait un brainstorming avec le cadre 67, avec nos agents. Quoi changer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Comment faire un nouveau règlement de participation? Donc, on fait un cahier de charges parce qu'on donne un marché public au cadre 67 pour organisation de ce challenge. Ensuite, en février, on doit commencer déjà à travailler sur la campagne de communication avec notre prestataire informatique d'assurer le site web, l'application mobile. 2 mois avant le challenge, on lance la campagne de communication. 1 mois avant, des newsletters. Et donc, on est très actifs ensuite, le 467, dans les parcs d'assistance. Ensuite, en mois de mai, on passe vraiment 2 semaines avant le challenge dans l'ouverture des inscriptions. 467 distribue les plaques, les affiches et donc on donne toute l'information qui est nécessaire. Et ensuite, tout le mois de juin, donc chez nous, c'est vraiment pas un challenge de 11 journées, mais tout le mois de juin, qui finit avec une remise de prix en juillet. À savoir que donc, l'Eurométropole de Strasbourg chaque année donne 150 000 €, parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins, pour l'organisation de ce challenge. Et que c'est là, 467 donc utilise pour faire un site internet, pour faire une application web et donc pour qu'on puisse vraiment bien donner tous les outils à nos participants, de vraiment profiter de notre challenge. Et je laisse Cécile de vous expliquer un peu plus sur les moments phares de notre événement et ensuite les résultats de notre enquête. Alors en 2 minutes, hein, c'est promis. Donc quelques éléments sur les moments phares, hein. Donc pour dire que le challenge, ce n'est pas que un moment où on calcule, ses trajets, on compte ses kilomètres. C'est ça aussi qui fait la force de cet événement. Ce sont des soirées de réseau, donc on a parlé des parcs d'assistance dans les zones d'activité. Il y a des soirées after work qui permettent aussi de parler vélo, réparer son vélo avant l'événement. La création de l'équipe elle-même, c'est un moment de team building dans les entreprises. On rentre ses kilomètres, certes, mais ensuite, il y a ces événements un peu sympas qui se passent pendant tout le mois du challenge. On peut aller chercher des balises qui sont disposées par le 467 un peu partout sur le territoire. Il y a des défis d'équipe. On fait une photo d'équipe, on fait des vidéos d'équipe et on gagne des kilomètres supplémentaires. On met en valeur, et ça c'est très important de notre point de vue, des gens à vélo. On témoigne pour un collègue qui fait 20 kilomètres par jour, qui arrive de la campagne, qui explique un peu ses difficultés, qui est donc un vrai témoignage et ça c'est vraiment très sympathique, c'est de plus en plus apprécié. Une soirée effectivement qui n'est pas qu'une soirée, de remise des prix, mais un grand moment festif. Ça, c'est très attendu aussi par les participants, qui est ce côté, cérémonie, officielle où voilà, on se retrouve sur le podium. Cette année, on a accueilli 500 personnes, je pense qu'on pourra plus jamais faire plus parce qu'on est quand même, limité un peu par, les jauges de salles, mais voilà, c'est un grand moment pour l'événement et c'est très apprécié.
Je vais essayer d'être très brève sur le retour sur les premiers résultats. Donc on a 2 enquêtes, sur lesquelles on peut témoigner. On en reparlera après peut-être sur l'expression qu'aura monsieur Bribois sur les changements de comportement. On a des gens qui sont globalement très satisfaits ou satisfaits de l'organisation du challenge. Globalement, on a un tiers d'utilisateurs de la voiture qui, à ce moment-là, le mois de juin, changent de mode pour se frotter au défi. Du coup, les participants, globalement, veulent participer au prochain challenge. Donc, ils attendent chaque année impatiemment le retour du challenge. Un tiers de ces participants disent utiliser plus fréquemment le vélo. Donc il y a l'effet aussi, pendant un mois j'ai réussi, donc pourquoi je ne continuerai pas? Ça, on pourra aussi en parler tout à l'heure. Il y a un changement de vue sur le vélo, plutôt positif, hein. C'était peut-être considéré comme dur, contraignant, et cetera. Puis finalement, je l'ai fait un mois et maintenant je m'y mets. Et puis globalement, 38, donc pareil, un gros tiers qui déclare que le challenge a augmenté le nombre de cyclistes dans leur établissement. Donc là, c'est plutôt les entreprises qui répondent. Et puis cette année, on a ouvert une enquête, juste après le challenge au mois de juillet. Donc là, ça prend progressivement en réponse, mais on a encore assez peu de représentants répondants par rapport au nombre de participants. On laisse ouvert encore le questionnaire cet automne. Globalement, on a plutôt des cadres employés profession intellectuelle supérieure qui ont répondu à notre questionnaire. Donc, il y a peut-être un biais là-dessus aussi sur qui sont les répondants. Donc, j'aimerais pas vous dire que c'est une représentation des participants parce qu'on n'a pas cette statistique. On va essayer d'améliorer aussi cette connaissance de nos participants l'année prochaine en leur posant quelques questions à l'inscription. En tout cas, pour ceux qui ont répondu, on sent bien qu'il y a une attente forte sur le bilan écologique, donc il y a une attente forte vis-à-vis des enjeux environnementaux et de la prise du vélo. Il y a également, à part égale, quasiment une attente du collectif autour de ce challenge, donc ce côté team building, ce côté l'entreprise qui se challenge à une autre ou qui se challenge dans sa catégorie, ça c'est très apprécié. Et la sollicitation des collègues cyclistes, voilà, qui petit à petit convainc le voisin de bureau. Et puis, donc très vite aussi, parce que pareil, la statistique est pas forcément, encore, stable. Avant votre participation, est-ce que vous étiez un cycliste régulier? Dans nos 200 répondants, pour l'instant, on a une grande majorité de cyclistes aguerris ou, qui faisaient du vélo. Est-ce que depuis qu'ils ont fait le challenge, ils utilisent plus fréquemment leur vélo pour leur trajet domicile-travail? Globalement, là, c'est assez mitigé encore dans les réponses. On a plus de non que de oui. Donc voilà, c'est intéressant aussi de regarder tout ça. Et 2 dernières stats, pensez-vous participer à la prochaine édition? Là, c'est assez unanime. Et puis, une question que j'ai oubliée, oui, le niveau, global de satisfaction sur le challenge. Voilà, on a comme en 2020, un retour plutôt positif de 8, 9, 10 sur 10. Donc on est assez content de voir ces retours et on a toujours des participants qui proposent des pistes d'amélioration. Donc on espère pouvoir, poursuivre cet événement, qui a pris, voilà, un élan assez satisfaisant pour le territoire. On vous a mis quelques photos pour vous montrer, voilà, ce que font les gens sans qu'on ait besoin de les pousser pour, créer cet esprit collectif autour du challenge. Voilà, merci beaucoup pour, votre écoute. Merci à vous, Ivana et Cécile. On a, quelques, 2-3 minutes pour répondre à une ou 2 questions. J'avais une question très pratique, mais à laquelle, Fabien, du 467 a répondu directement dans le chat. C'était, effectivement, la question des droits pour utiliser, ce terme. Donc, je vous laisserai lire la réponse de Fabien. Dans le chat. Une autre peut-être, question, très, pratique sur, le challenge, mobilité. C'est à quoi ressemblent les balises à aller rechercher et comment ça se passe pour la validation des balises? Alors pour info, on va poser quelques questions très pratiques là, mais, vous n'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans le chat. Avec Clément, on s'occupe de faire un copier-coller de toutes les questions et on aura un temps en fin de présentation pour y répondre sous forme de thématique. Donc, je ne sais pas, Ivana ou Cécile, à quoi ressemblent, les balises? En fait, c'est des plaques, métalliques qui sont posées par le cadre, un peu partout, un peu cachées, et du coup sur laquelle il y a un code
qu'on va rentrer dans son appli pour Un valider tout simplement. aussi un Voilà. QR Il y a un QR code. code et un code. Et donc, avec l'appli, on peut valider cette trouvaille, hein, et gagner des points. Voilà. D'accord, merci. On a encore, quelques petites, minutes. Une autre question, avez-vous des retours, de la part des managers et des entreprises participantes, donc DRH, responsables RSE, sur la perception de l'usage du vélo de la part de leurs salariés? Oui, alors, on a des entreprises qui sont historiquement inscrites à cet événement et qui, par ailleurs, sont accompagnées par nos dispositifs de promotion des plans de mobilité entreprise. Donc on a toute une démarche qui s'appelle Optimix, hein, sur le territoire de l'Eurométropole, qu'on est en train de réactiver d'ailleurs. Et donc on a un terrain effectivement assez, positif de pas mal d'entreprises qui sont déjà engagées, qui nous disent que pour elles, c'est un moment effectivement, socialement très intéressant. Certaines entreprises, je ne vais pas citer de nom, mais certaines entreprises, certaines grandes banques qui ont leur siège à Strasbourg, en font un moment, très, très fort, en termes de vie de l'entreprise en interne, font leur propre challenge dans le challenge et cetera, et donc des retours très positifs de leurs salariés. Et puis ça permet aussi parfois d'avoir une petite équipe dans une petite entreprise pour lequel le manager n'a pas forcément d'intérêt sur le vélo, et du coup d'avoir un moment de discussion sur, ben, nous on aurait bien besoin, d'équipements, de stationnement. Et pourquoi on ne condamnerait pas une place de voiture pour mettre, 6 arceaux vélo? Et des douches, qu'est-ce que vous en pensez? Et des casiers. Donc ça crée aussi la discussion en interne, et ça, c'est des retours des RH qu'on a très régulièrement, quand on discute effectivement avec les entreprises. Merci, à vous. Je vous propose, de passer, à la seconde partie, de présentation de Xavier Bribois sur, les challenges. Xavier, vous prenez la main sur la présentation? Je suis en train. Parfait. Normalement, vous devez voir ça, là. Alors moi, je le vois, donc je pense que tout le monde peut, voir la présentation. Xavier, je vous laisse, 20 minutes. Merci. Je vais essayer de bien tenir le temps. Donc, moi, je suis psychologue, je travaille sur le changement de comportement, comment on prend des décisions. On a tout un ensemble de systèmes théoriques dans deux grands courants, que sont la psychologie sociale et la psychologie cognitive, qui parlent de cette mécanique de la décision, de ce que c'est que le conditionnement, l'identité, les stéréotypes, mais aussi la mémoire. En fait, tous ces ensembles de choses qui expliquent le comportement humain. Et je vous ai mis une petite photo là, qui résume quand même de quoi on parle quand on parle de comportement humain. C'est des gens qui, à un moment donné, vont mettre des masques, parce qu'il faut se protéger de la contagion, mais qui vont quand même se faire la bise, parce qu'il y a d'autres choses importantes dans la vie, et qui du coup vont avoir des actions comme ça qui peuvent paraître tout à fait incohérentes entre elles, mais qui ont leur logique propre en fait. Donc je ne rentre pas trop dans tous ces détails, mais je vais essayer de vous expliquer comment on peut réfléchir à tout ça. Donc nous on a développé avec une collègue qui s'appelle Lolita Rubens une espèce de grille d'analyse qui essaye de synthétiser la totalité des paramètres psychologiques, tous ces phénomènes mentaux qui organisent les comportements, pour les appliquer à des enjeux divers de pratiques qui posent des problèmes socialement ou sociétalement. Et donc on applique ça sur des sujets de pollution, de tri des déchets et beaucoup de mobilité. Donc je vais essayer en fait à travers cette grille d'analyse pardon, de vous l'exposer pour pouvoir réfléchir à la problématique des challenges mobilité avec une méthode en fait. C'est ça, je pense que c'est ça la plus-value de notre travail, c'est qu'on peut réfléchir de manière systématique et du coup de faire un peu plus le tour des dimensions et d'envisager plus globalement les choses et de pouvoir les comparer entre elles. Avant ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit plus tôt, mais c'est vrai que les challenges de mobilité, c'était rigolo les évaluations que vous avez faites au départ. On avait quand même 20% qui disaient que c'était très efficace et une grande majorité qui disait que c'était un peu efficace. En fait, je pense que tout dépend de quoi on parle. Si on considère l'individu qui est venu participer, effectivement, on a peut-être beaucoup d'effets sur lui. Après, la question, c'est quel effet on a sur une population dans son ensemble. Et il y a aussi un grand paramètre qui est de quoi on parle comme challenge mobilité. Le cas de Strasbourg que vous venez de nous présenter, merci, c'est très intéressant, est quand même assez exceptionnel. Je pense que rares sont les cas qui marchent aussi bien. Enfin, personnellement, je n'ai jamais fait le tour de tous les sujets, mais je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. D'ailleurs, j'imagine que vous êtes le plus efficace de tous, ou en tout cas parmi les premiers.
Et il y en a d'autres qui bien entendu, ne touchent qu'une minorité de gens et qui ont des détails d'organisation qui sont très variables, qui font que c'est difficile finalement de savoir de quoi on parle, parce que c'est un objet qui est assez multidimensionnel. Donc moi, je vais essayer de parler de tout ça en prenant des exemples un petit peu clairs. Pour revenir au comportement, le problème qu'on a en général, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'importance de cette dimension comportementale. Et en fait, on présuppose dans notre manière d'agir sur les comportements un certain nombre de choses qui vont nous poser des problèmes dans l'influence qu'on a sur eux. Et en général, dans la mobilité, on a quand même tendance à supposer que les individus choisissent le mode qui va le plus vite ou qui coûte le moins cher, ou les deux, et que c'est ça le sujet, et c'est ça qui organise les choix de mode de transport. Et quand on réfléchit comme ça, vous voyez encore ma présentation là ? Oui, alors moi je la vois. D'accord, alors je suis plus en mode présentateur, pardon, je vais le refaire. Voilà. Et donc quand on réfléchit comme ça, on a tendance à mettre en place des solutions qui consistent à essayer de rendre plus rapide ou moins coûteux ou plus efficace globalement le mode qu'on veut promouvoir. Et on a tendance en fait à mettre en place un peu toujours les mêmes politiques de mobilité, qui consistent à beaucoup de choses hors challenge mobilité. Je vous dis ça, mais déjà l'existence de ces challenges de mobilité est une sorte de contre-pied à cette logique très fonctionnaliste, et qui est très bienvenue, parce que finalement ça permet d'aborder le sujet sous un autre angle et de toucher les individus autrement. Moi, je vais vous donner un petit exemple quand même de ce qu'on fait en psychologie et de la réalité des comportements, qui a le mérite d'être rigolo aussi. C'est une expérience qui a eu lieu dans la ville de Rennes, à un feu piéton. Donc on mesure à quel point les gens traversent au feu rouge. C'est les piétons. Ils ont choisi le feu qui leur convenait le mieux, dans le sens où c'est un feu où on a du monde, notamment aux heures où c'est étudié, c'est-à-dire le matin et en fin d'après-midi, mais il n'y a pas forcément beaucoup de voitures. Donc on imagine que c'est assez fréquemment possible de traverser au feu rouge. Donc en fait, ils mesurent qu'il y en a en moyenne 16% qui traversent alors que le feu est rouge. Et l'objectif du chercheur, c'est d'augmenter ce taux. Ce qui peut paraître discutable, mais c'est dans un contexte très encadré expérimentalement. Et donc ce qu'il va faire, c'est à de nombreuses reprises, il va essayer de montrer l'exemple, de dire regardez, moi je le fais, donc vous pourriez faire pareil. Et donc en fait, quand il n'y a pas de voiture et qu'il y a du monde, il va y aller le premier en regardant un petit peu les gens derrière pour leur laisser comprendre que finalement il pourrait faire la même chose et qu'il est presque surpris que eux ne le fassent pas. Et donc il fait ça des dizaines et des dizaines de fois. Il est habillé de manière assez neutre au départ, ce que j'ai traduit par cette image. Et en fait, ça change presque rien. Il n'a pas d'effet vraiment sur le nombre de gens qui traversent. Donc il va le refaire, mais cette fois en s'habillant différemment, pour incarner une position sociale un petit peu plus prescriptive, ou en tout cas un petit peu plus valorisée. Donc il va faire la même chose, mais en costume 3 pièces, avec une cravate, la mallette, enfin vraiment un peu la panoplie du catsup. Et là, on a plus de la moitié des gens qui sont en train d'attendre au feu rouge, qui, dans sa foulée, se disent effectivement, moi aussi, je peux traverser, et qui y vont. Pour confirmer que c'est bien un effet du statut social, il va le refaire dans l'autre sens, avec un déguisement, en s'habillant comme un clochard. Il va le refaire des dizaines de fois. Et là, on n'a plus que 9% des gens qui se permettent de traverser au feu rouge. Donc vous me voyez un petit peu venir, mais quand on raisonne sur le comportement, c'est vrai qu'on a tendance à supposer que les individus réfléchissent, raisonnent, comparent des bénéfices et des inconvénients, vont se baser sur des opinions profondes, enfin il y a des positions qui peuvent être fortes. Mais on voit bien qu'en pratique, sur le terrain, il y a d'autres choses qui participent, qui ont un effet très fort et qu'on néglige en fait bien souvent, qui sont notamment ce que font les autres. Alors, il n'y a pas que l'effet du statut social, bien entendu, mais c'est pour dire que c'est important d'avoir une autre compréhension. Alors moi, je ne peux pas vous proposer une logique qui explique tout avec une seule idée, comme le propose la théorie du choix rationnel, par exemple. Tout n'est pas rationnel, mais pour autant, tout n'est pas statutaire. Par contre, avec Lolita, à un moment donné, on a essayé justement de systématiser les dimensions, et on a fabriqué la fameuse grille dont je vous parlais, qui consiste en gros à essayer de prendre l'individu dans sa situation initiale et de se dire qu'on a des personnes qui font des choses, et si on veut qu'ils changent, il faut qu'ils passent par un certain nombre d'étapes pour que ça puisse fonctionner. Et la toute première étape, c'est d'inhiber l'habitude qui est déjà existante. La deuxième, c'est d'avoir des raisons de changer. Et la troisième, c'est d'être capable de passer à l'action. Donc c'est avec ces 3 grandes briques que je vais pouvoir essayer de discuter des challenges de mobilité. Donc pour bien vous expliquer la première, l'idée c'est
peut-être que quand on fait quand on met en place un comportement inhabituel, on réfléchit, on raisonne et on se pose des questions. Donc on partirait de l'intention de se déplacer. Là, on parcourrait toutes les étapes pour monter dans sa voiture à la fin. Si on fait ça une fois, on est bien d'accord que à la deuxième et à la troisième fois, on le fait de moins en moins et au bout d'un moment, on a mis en place une habitude. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une intention, on rentre dans une pratique qui permet de répondre à ce besoin. Et en fait, on va le faire de plus en plus souvent, à tel point, et c'est là où notre système nerveux est très efficace, c'est qu'on est capable de fabriquer ces automatismes parce qu'on en a bien besoin. Sans ça, on ne serait même pas capable de fonctionner. Mais c'est un certain nombre d'inconvénients qui sont notamment qu'on a du mal à faire autre chose. Une fois qu'une habitude est bien installée, il faut faire un effort pour être capable de faire autre chose parce que toute seule, elle s'est mise en place et elle va se dérouler quand on ne fait pas attention. Et en plus de ça, on a un inconvénient supplémentaire, c'est qu'on perd la conscience qu'on a fait un choix. On perd le sentiment des opportunités qui sont possibles, qui sont des alternatives possibles qui sont à notre portée. On les perçoit moins quand une habitude est installée. On les perçoit même presque plus. On a des études qui montrent bien que, par exemple, les automobilistes ne savent pas où sont les arrêts de bus, ne se rendent pas compte des temps de trajet en vélo. Enfin, plus on fait une chose et finalement, moins on passe de temps à se préoccuper des alternatives. Et ce qui fait que c'est difficile de changer si on n'exerce pas un certain effort à un moment donné pour faire autre chose. Donc on a plusieurs manières d'essayer de lutter contre ça. La première, c'est d'être attentif, d'attirer l'attention, de faire en sorte que les individus, à un moment donné, raisonnent et se disent « mais c'est vrai que là-dessus j'ai le choix », ou alors qu'ils aient l'occasion d'essayer, parce que finalement c'est l'occasion d'accorder de l'attention et de réfléchir, ou alors d'utiliser des contextes dans lesquels l'individu est obligé de réfléchir. Ça peut être la panne, la voiture est en panne, bon, ben là vous êtes obligé de vous poser des questions, et du coup vous avez cette attention. Ou alors, un autre grand axe de stratégie, c'est d'accompagner les mouvements finalement naturels qui ont déjà lieu, parce qu'il y a des moments de la vie où on est obligé de s'arrêter, de se poser des questions, parce que quelque chose change, on va être obligé de déménager pour des raisons professionnelles ou autres. Et du coup, il y a tout un ensemble de choses comme ça qu'on peut faire pour profiter de ces changements qui ont déjà lieu. Et puis la troisième grande stratégie, c'est ce qu'on appelle le nudge, dont on entend beaucoup parler, qui consiste plutôt à profiter de ces automatismes pour que les individus, quand ils se posent pas de questions, finalement soient amenés plutôt naturellement dans la bonne direction. Et ça, il y a beaucoup de choses là-dedans. Moi j'inclus là-dedans tout ce qui est ergonomie et guidage des comportements, et notamment toutes ces stratégies qu'on voit fleurir depuis un certain temps dans beaucoup de villes, qui consistent à donner ce qu'ils appellent de la signalétique piétonne, à donner des informations sur les temps de trajet et les directions à pied ou à vélo. Ça permet de donner aux individus l'occasion de se rendre compte, d'être informés, alors même qu'ils ne cherchent pas spécialement l'information et qu'ils n'y sont pas attentifs. Tout ça ne vise qu'à une chose, c'est à ne pas être en train de dérouler l'habitude qui est déjà là. Alors si on réfléchit au challenge mobilité de ce point de vue, je pense qu'ils ont le mérite, alors quelle que soit leur forme et quel que soit leur Xavier, périmètre. je vous coupe, je suis désolée, il vous reste 10 minutes. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ils ont le mérite de faire exister le sentiment qu'une alternative est présente, d'attirer de l'attention par la communication, qui peut être présente de plein de manières différentes, mais je pense que c'est un de leurs gros bénéfices quand même, de donner l'occasion à des individus de réfléchir à ça. La question, c'est qui est-ce qu'on touche ? Ça peut augmenter la visibilité si vous avez une pratique forte et que soudain vous voyez arriver au travail le matin 10 cyclistes alors que d'habitude il n'y en a qu'un. Bon, peut-être que ça rend ça un petit peu plus perceptible. Et globalement, il y a une utilité dans la durée. Si vous avez la répétition qui est celle du cas de Strasbourg, on peut imaginer qu'au fil des années aussi, vous allez toucher de plus en plus de gens. Donc c'est vraiment très important, je pense, de pérenniser et que ce soit identifiable, que ça va revenir, et d'avoir des éléments de communication qu'on va retrouver et reconnaître, parce que c'est comme ça aussi qu'on va réussir à avoir cet effet-là d'attraction de l'attention et de constat que ça existe. Et puis globalement, donc ça là je parle de l'individu, mais bien sûr il y a un gros effet sur les organisations, parce que ça va être les entreprises, mais aussi d'autres, qui elles aussi fonctionnent avec des habitudes, avec des process mis en place qui leur permettent plus ou moins bien de changer. C'est aussi l'occasion de les faire basculer ça. La limite de la stratégie du challenge de mobilité, c'est qu'on est perçu que par ceux que ça intéresse déjà. Donc on a un mal fou quand même, on a beaucoup plus de mal à aller toucher des publics qui ne sont pas intéressés que ceux qui sont déjà intéressés. Et du coup, on recrute, et c'est souvent le cas, là on le voyait avec vos 32% d'usage habituel de la voiture, ce qui veut quand même dire qu'il y en a 70% qui ne sont pas des usages habituels de la voiture. C'est qu'on recrute quand même plus facilement des gens qui sont déjà cyclistes, qui vont en faire plus,
que ceux qui n'en font pas. Donc pour ça, on a une solution qui est quand même assez bien identifiée, c'est que souvent, parler mobilité ne facilite rien en fait. Si on leur parle santé, si on parle argent, si on parle d'autres choses, finalement, c'est là où on va aussi aller chercher des publics qui n'ont pas forcément d'intérêt a priori pour ça. La deuxième étape, c'est de dire une fois qu'on n'est pas en train de suivre son habitude et qu'on raisonne et qu'on planifie en amont un comportement, qu'on se dit dans telle situation je vais faire ça, c'est d'avoir des raisons de choisir un comportement plutôt qu'un autre. Alors on a plein de manières de réfléchir à ça. Nous on a un modèle qui est très synthétique, qui rassemble beaucoup d'informations dans une seule logique et qui explique que finalement dans ces situations où on réfléchit à ce qu'on va faire, il y a 3 grandes dimensions. Il y a l'attitude, donc l'attitude c'est l'évaluation que je fais des bénéfices que je peux attendre du comportement. Et généralement quand on communique et qu'on essaie de persuader quelqu'un, on parle essentiellement de ça. C'est-à-dire qu'on va dire, mais tu sais, faire du vélo, c'est super agréable, c'est bon pour la santé, c'est beau, enfin j'en sais rien, mais plein d'arguments qui disent que c'est une bonne idée d'en faire. Alors qu'en fait, il y a 2 autres grandes dimensions qui sont importantes et qu'on a tendance à négliger. La norme, c'est l'impression que j'ai que c'est important pour les autres. Et c'est aussi la prescription, entre guillemets, morale ou celle de l'autorité qui nous dit qu'en fait, c'est ça le bon comportement. Et donc, c'est important de communiquer sur le fait que c'est bien vu par les autres et que les autres sont nombreux à le faire. Donc, dans ce sens-là, le challenge mobilité a aussi le mérite de faire voir la pratique, ce qui soutient du coup cette dimension-là, ce qui est très utile. Et la troisième grande dimension, c'est ce qu'on appelle de manière un peu barbare le contrôle comportemental perçu, mais qui revient à dire qu'il y a une chose qui est importante, c'est de savoir faire du vélo, par exemple, mais une deuxième chose, c'est de se sentir capable de réaliser les déplacements à vélo. Et en fait, c'est ce sentiment d'être capable qui fait toute la différence. Quand on vous parle de sécurité, souvent, pour vous dire qu'on ne fait pas de vélo parce qu'il y a un problème de sécurité, ce qu'on va vous dire, c'est qu'on ne se sent pas assez sûr, on ne se sent pas assez en confiance dans notre capacité à réaliser le comportement. Et c'est bien ça le problème. C'est plus le sentiment que le risque réel qui en fait est relativement réduit, même s'il est là, c'est encore beaucoup trop d'accidents. Mais ce qui compte, c'est le sentiment qu'on en est capable. Et donc ça, choses qui peuvent varier indépendamment d'ailleurs de la sécurité objective. Donc c'est intéressant de communiquer sur 3 grands axes, l'attitude en elle-même, les bénéfices, la norme, ce que pensent les autres, faire connaître les opinions positives d'autrui, c'est très utile. Et puis former et informer sur la manière de se déplacer. Alors là, c'est un exemple sur les transports collectifs, mais montrer la possibilité d'utiliser le vélo, c'est effectivement un énorme élément de persuasion, beaucoup plus efficace souvent que de dire que ça a des bénéfices. Alors si on applique ça au sujet du challenge mobilité, donc je vous ai dit plusieurs choses déjà, mais ça a le mérite de montrer l'intérêt qu'y apportent les autres. Ça a l'intérêt de donner une opportunité de rentrer dedans. Donc en termes de contrôle, c'est aussi une occasion de se dire ah bah tiens là j'ai une fenêtre, je peux en parler, je peux voir d'autres le faire, je peux me projeter dans l'action, ce qui va faciliter les choses. C'est l'occasion d'entendre qu'il y a des bénéfices, parce que l'attitude bien sûr ça joue quand même. On peut parler des bénéfices qu'ils trouvent, ceux qu'ils font déjà, et leur faire remonter leur retour d'ailleurs. Il y a une dimension quand même de compétition qui est éventuellement dans le challenge mobilité, qui peut être valorisante pour certains, mais dévalorisante pour d'autres. Donc ça, c'est assez dépendant de comment c'est perçu. Il faudrait l'étudier plus en détail. Ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant de parler de se dépasser soi-même plutôt que d'être meilleur que les autres, parce que je pense que c'est plus universel comme message. Sur la norme, on a ces effets de prescription tacite par la pratique du collectif et par l'entreprise qui participent, qui vont du coup aller dans le sens de faire exister le sujet différemment dans l'esprit des gens. Ça montre que c'est une bonne pratique, ça montre que ça se fait. Tout ça, c'est plutôt bénéficiaire. À un moment donné, moi, j'imagine que ça pourrait même avoir une fonction, alors surtout le challenge mobilité de l'Eurométropole de Strasbourg qui est vraiment colossal, mais ça pourrait avoir une espèce de fonction d'objet qui fournit une représentation qui pourrait être l'équivalent du Paris-Dakar pour la voiture dans les années 80. Je pense que tout le monde est au courant de ce qu'est cette compétition. Et de la même manière, ça donnerait l'occasion de se dire que finalement, il existe quelque chose, que c'est normal, que c'est une pratique évidente pour tout le monde et à laquelle on peut s'intéresser. On pourrait aller plus loin, imaginer qu'il y ait des écuries qui participent en proposant du matériel. Enfin, on pourrait dépasser le cadre de l'individu et du coup lui donner un sens autre qui fournirait un autre niveau de norme. Et la troisième grande dimension, donc c'est la question du passage à l'action. Comment on fait pour s'y mettre effectivement? Parce qu'on a beau avoir l'intention d'agir, c'est pas pour autant qu'il suffit de vouloir pour que ça change. On a tous été confrontés à ça.
Et ça aussi, on a tout un ensemble de systèmes théoriques qui essayent d'expliquer ça, et qui montrent que finalement, on a tendance à penser que c'est plus facile de faire agir quelqu'un en le convainquant de l'utilité de l'action, alors que ça marche mieux de faire agir les individus. C'est-à-dire c'est plus facile de fabriquer du comportement par le comportement que par le raisonnement ou la persuasion. Pour me convaincre de ça, j'ai un petit exemple très rigolo et qui a beaucoup marqué en psychologie, qui s'insère dans un ensemble théorique qu'on appelle les théories de l'engagement. Donc c'est l'histoire, c'est l'expérience d'un chercheur qui monte dans un train, enfin dans un wagon, à compartiment, qui choisit un compartiment dans lequel il y a un seul passager, qui rentre dans le compartiment, lui dit bonjour, pose sa valise sur l'étagère et ressort du compartiment. Tout de suite après ça, arrive un compère qui va essayer de piquer la valise. Et on mesure à quel point l'individu qui était déjà là va essayer d'intervenir pour empêcher le vol de la valise. Donc dans la situation que je viens de vous décrire, en fait, il y a une petite minorité de gens, qui sont moins de 20% des gens, qui essayent d'intervenir. On leur pose des questions, ils ont tous compris que c'était un voleur, ils trouvent tous que moralement c'est leur devoir d'intervenir, enfin ils ont toutes les bonnes raisons du monde de le faire, mais ils le font pas parce que c'est difficile en fait, parce qu'ils ont peur de mal agir, peur de peut-être de se faire taper dessus, enfin, etc. Et dans une deuxième situation, donc qui est en tout point identique à ce que je viens de vous décrire, on introduit une petite modification, c'est que l'expérimentateur qui va sortir du compartiment, avant de sortir, dit « Je reviens tout de suite, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, jeter un œil à ma valise ?» Tout le monde dit oui. Et quand arrive le voleur, quelques secondes plus tard, là, on a plus de 80% des gens qui essayent d'intervenir. Parce qu'ils ont dit « je vais le faire ». Et ça change tout, en fait. Le fait de s'être engagé à agir modifie très fortement ce qu'on va faire, effectivement. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce qu'elles permettent à l'individu de considérer comme ce qu'il a déjà mis en place comme suite de son comportement. Et là-dedans, il y a pas mal de paramètres. Il y a un grand sujet quand même dont je profite pour parler 2 secondes, c'est que les punitions et les récompenses ont tendance à détruire cet effet d'engagement. Il y a une expérimentation qui a été menée en Suède qui a essayé, pour promouvoir le don du sang, de donner une prime aux participants. De leur donner, il se proposait de leur donner 5 € à tous ces gens qui venaient donner leur sang. Et en fait, bizarrement, cette année-là, ils ont divisé par 2 le nombre de femmes qui sont venues donner leur sang. Parce qu'en fait, ça n'avait plus le même sens. Et finalement, s'ils donnaient de l'argent, moi, je ne vais pas y aller parce que j'y vais pas pour ça. Et sûrement que d'autres vont y aller à ma place. Donc, du coup, ça a modifié profondément le sens de l'action. Et du coup, c'est intéressant de réfléchir à ces contextes-là. Alors, je dis ça, dans le challenge de Strasbourg, il n'y avait pas de dimension de récompense. Enfin, en tout cas, pas dans ce que j'ai entendu. Mais il en existe d'autres où il y en a. Ou inversement, il y a des logiques de comptage dans lequel on peut avoir l'idée qu'il faut réaliser un certain score et qui peuvent finalement mettre des pressions qui ne vont pas tout à fait dans le sens souhaité. Plus globalement, on a une logique d'ensemble du processus d'engagement et de changement de comportement au global qui consiste à bien expliquer les choses par le fait que c'est des étapes à passer et qu'en fait, il faut réussir à franchir des pas et qu'on ne peut pas devenir un pratiquant du vélo si on n'a pas à un moment donné envisagé la possibilité de le faire. Il faut commencer par le début, c'est-à-dire l'envisager, pour ensuite se projeter dans l'action, pour ensuite faire un premier essai, pour ensuite le répéter. Et c'est seulement à la fin de tout ça qu'on peut avoir une pratique régulière. Donc dans ce sens-là, sur cet enjeu d'engagement, les challenges mobilité, je pense, ont un intérêt quand même très fort de permettre à ceux qui participent de passer des caps, de se mettre dans une action qui a un sens, parce qu'elle est articulée avec un ensemble de choses. Ça propose des phases préparatoires, on en parle en avance, on a un certain temps pour se dire tiens, dans un mois, je vais faire ça, je peux en parler avec des collègues, je peux m'organiser, je peux avoir le temps de réfléchir à comment je vais réparer mon vélo, etc. On peut le faire aussi dans des inscriptions sociales, avec des équipes, avec un contexte social qui fait que ça va donner un autre sens et on ne va pas percevoir le sujet de toute la même façon que si c'est moi tout seul qui dois me décider pour mon mode de transport. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est un certain nombre de bénéfices. Avec par contre peut-être certains inconvénients c'est un engagement, il faut le faire, et donc il y a peut-être des individus qui, pour ne pas avoir le sentiment qu'ils pourront pas reculer, vont se dire je vais pas aller me mettre le doigt dans cet engrenage là parce que derrière je saurais peut-être pas m'en sortir. Donc ça peut être intéressant de proposer l'action d'une manière qui explique
que ça n'engage à rien, même si bien entendu on sait très bien que ça engage, mais pour qu'on commence à le faire, mais qu'on sache que si à un moment donné, pour une raison ou une autre, on a besoin de pas le faire, ce soit pas problématique, parce que c'est un vrai frein en fait, à la mise en action. Et le dernier grand point qui dépasse mes 3 étapes, c'est que tout ça existe quand même dans un ensemble de représentations, qui est la manière dont on se construit des images de ce qui nous caractérise, de ce qui nous définit en tant qu'individu, mais aussi de ce vers quoi on pourrait tendre. Pourquoi finalement on a je sais pas, des envies, par exemple, d'habiter à la campagne ou d'avoir une maison plutôt qu'un appartement, ou ce genre de choses-là, c'est parce qu'on partage en commun un ensemble de représentations de ce qui est bien, de ce qui est tentant, et qui sont des constructions sociales, en fait, qui ne sont pas des données objectives, et qui sont très fortement influencées par un certain nombre d'acteurs. Donc dans la mobilité, moi j'ai entendu à très nombreuses reprises qu'il n'y a pas de mode de transport, il n'y a que des modes de vie. Et en fait, demander à quelqu'un d'arrêter de se déplacer en voiture pour se déplacer en vélo, c'est pas juste lui demander de changer de mode, c'est lui demander de s'organiser différemment, d'aller à d'autres endroits, de se déplacer peut-être à d'autres horaires, avec d'autres gens, ce qu'il va peut-être pas pouvoir emmener. Enfin, et du coup, c'est intéressant de réfléchir pas au mode de transport, mais à l'ensemble de la pratique qui va avec. Et là-dedans, on a un certain nombre d'acteurs qui passent du temps et beaucoup d'argent pour faire la promotion du mode automobile, parce qu'en fait ils veulent vendre les automobiles. Donc ça se monte à des je sais plus si c'est des centaines ou des dizaines, mais c'est en millions d'euros en tout cas tous les ans. C'est les premiers ou les deuxièmes acheteurs d'espaces publicitaires tout le temps. Donc il y a quand même une présence forte de cette image, et je pense que les challenges mobilité, quelque part, essayent d'exister contre ça. C'est un peu ce que je vous racontais avec mon Paris-Dakar. Et dans les représentations, il y a aussi l'idée finalement de l'évidence de la voiture. Ça, c'est la plus grande autoroute du monde au Texas, qui fait 28 voies aujourd'hui, si je ne m'abuse, et qui est vraiment construite par des individus qui se disent mais il faut que les voitures puissent passer, et ils ne cessent de l'élargir tous les 10 ans, alors qu'en fait il y a de plus en plus de bouchons tout le temps, parce qu'il y a une évidence dans l'esprit des décisionnaires publics de la nécessité de la voiture. Il y a aussi une évidence dans l'esprit des individus que la voiture est la manière de se déplacer, qu'on peut faire autre chose, mais c'est mineur, c'est secondaire. C'est à une époque on parlait de la deuxième voiture. C'est un peu cette idée-là, et c'est ça qu'il faut réussir à reconstruire sur le fond. C'est l'idée que c'est une pratique normale, quotidienne, et je pense que le vélo taf et ces challenges mobilité sur le domicile-travail ont le mérite d'aller dans cette direction et de faire un travail de long terme qu'il faut à tout prix maintenir. Et l'autre image, c'est la représentation qu'on n'est pas forcément responsable de ce qui arrive, alors qu'évidemment, on le construit tous ensemble. Et ça aussi, c'est une construction sociale sur laquelle on peut peser. Je m'arrête parce que je sens que je suis en train de dépasser. Et Alors, puis, je suis allé au bout. Merci beaucoup Xavier. Oui, effectivement, vous avez dépassé, mais vraiment pas de beaucoup. Donc, je vous remercie à vous Xavier et puis Cécile et Ivana d'avoir présenté l'expérience de Strasbourg, et puis Xavier plus de remettre en concept et en théorie, et d'avoir respecté le temps qui était vraiment très contraint. On rentre dans une phase un petit peu de relation, de mise en parallèle entre l'expérience de Strasbourg et ce que vous nous avez présenté, Xavier. Je réponds juste à une question dans le chat. Oui, c'est enregistré. Il y aura le replay qui sera disponible sur notre plateforme internet. Donc, vous pourrez avoir accès à tout ce que nos intervenants ont dit, parce que ça a été effectivement riche et qu'on a peut-être besoin de revoir certaines parties. Une question peut-être donc pour faire le lien entre Strasbourg et la présentation de Xavier. On a beaucoup parlé d'engagement, Xavier. Est-ce qu'à Strasbourg, vous avez des informations sur le différentiel entre oui, je m'inscris, donc un acte d'engagement, et oui, je fais réellement? Est-ce que vous avez est-ce que vous pouvez voir en fait ou illustrer de manière très concrète cette question d'engagement? Alors peut-être Cécile et Oui, Ivana. en fait, on voit tous les inscrits, combien de kilomètres ils ont fait. Donc, on peut facilement voir qui s'est inscrit et n'a pas fait de kilomètres. Et ça se compte sur une main. Franchement, il y a vraiment, vraiment, vraiment peu de gens qui vont s'inscrire, mais pas ensuite enregistrer des kilomètres. Parce que déjà, j'imagine qu'ils ont franchi cette étape, ils sont inscrits, et ensuite, ils font partie dans son entreprise, de ce groupe qui va se déplacer à vélo. Donc, en fait, ils le font.
C'est aussi le rôle des coachs, hein, d'équipe qui ont vraiment un rôle central, hein, dans l'animation finalement indirecte de l'événement. C'est d'aller chercher tous les collègues qui se sont inscrits en leur disant Michel, allez, il faut mettre tes kilomètres. Même si c'est le dernier jour, de toute façon, on peut faire du rattrapage. Donc voilà, c'est aussi une manière d'aller rechercher des gens qui finalement n'ont pas fait le geste de rentrer leurs kilomètres. Après, ce qu'on voit peu, c'est des gens qui n'ont pas du tout roulé et qui n'ont pas du tout, qui se sont inscrits sans rouler. Merci. Je pense que Clément, avait une question aussi, qui faisait le lien entre les 2 présentations. Oui, moi j'avais une question notamment du coup qui va permettre de faire ce lien. En effet, Xavier nous a parlé du fait que voilà, parmi les personnes qui étaient attirées, on pouvait avoir pas mal de cyclistes occasionnels. Et moi je me dis dans le cadre d'un lancement d'un nouveau challenge de mobilité, est-ce que ça peut pas être un bon objectif, un bon premier objectif de se dire bah peut-être déjà se fixer comme objectif d'attirer des gens qui ont déjà une pratique occasionnels, notamment le week-end, de faire du vélo, ou des gens qui font peut-être pas tous les déplacements à vélo, peut-être de leur proposer d'en faire davantage. C'est pas déjà un bon objectif avant tout de suite d'essayer de se fixer comme objectif d'avoir une population qui, elle, est très réfractaire à la pratique du vélo. Donc, est-ce que ça peut pas être une bonne manière de démarrer, de se fixer comme objectif de toucher un public déjà un peu sensibilisé? Donc, c'est une double question, hein, pour Xavier et pour Ivana et Cécile, évidemment. Pour ma part, je dirais qu'effectivement, de toute façon, il faut bien que l'événement existe. Donc, c'est indispensable de faire quelque chose qui mobilise un certain nombre de participants. Et je pense que c'est bien, effectivement, de faire tâche d'huile plutôt que d'essayer d'aller tout de suite monter la face nord du côté le plus difficile de l'iceberg là. Mais pour autant, parce qu'on peut aussi avoir le risque que vous ayez des participants qui se disent non mais ça c'est un truc de cycliste avéré, je vais rencontrer que des bérets verts à des ayatollahs du vélo et en fait j'ai pas envie d'aller me mélanger à eux, donc ça peut aussi être repoussoir à un moment donné s'il y a un enjeu un peu identitaire comme ça. Donc je dirais que dans l'idéal, faudrait réussir à chercher les deux ou alors à mobiliser les uns qui ont de la pratique comme étant là vraiment pour accompagner les autres qui le font pas encore pour qu'ils soient eux-mêmes dans la bonne posture et dans le bon accompagnement. Mais je pense que c'est très dur hein, d'aller trouver des automobilistes vraiment dans une pratique bien installée qui soudain vont se dire tiens c'est vrai que le mois prochain je pourrais participer à un challenge. C'est un énorme processus et c'est un énorme changement. Moi, je confirme. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait un peu les 2. Alors il y a l'effet effectivement équipe qui fait qu'on va entraîner son collègue de bureau qui fait peut-être pas du vélo tous les jours. Donc là, finalement, c'est à travers le côté, challenge interentreprise que ça se joue, d'aller chercher du non habitué, au vélo. Et puis, après nous, on propose les services qu'on peut, c'est-à-dire, on a un service de location vélo public, hein, Vélop. Donc on met à disposition des vélos pour que voilà, il y ait pas le frein: «Bah, moi j'ai pas de vélo, mon vélo il est mort au fond de mon garage». Donc on met à disposition des vélos pour ceux qui n'en feraient pas d'habitude et qui voudraient quand même participer. Voilà, c'est une manière d'aller chercher des moins aguerris. De même manière, en fait, le week-end avant, le vendredi avant que le challenge commence, on a le partenariat avec tous les ateliers d'auto-réparation de vélos sur l'Eurométropole. Donc, en fait, tout le monde qui veut participer, mais n'est pas sûr que son vélo est dans le bon état, et cetera, bah, gratuitement, il peut aller réparer son vélo. Donc, comme ça, par les petits bouts, en fait, on essaie de vraiment, et par la communication qui n'est pas contre voiture, mais qui dit: «Bah, essaye de juste 1 ou 2 fois laisser ta voiture et prendre du vélo». Bah, comme ça, doucement, on rattrape tout le monde. Super, merci, pour ces précisions. J'avais une deuxième question qui permet de faire le lien aussi dans les 2 présentations. Xavier, voilà, nous a montré à quel point les pratiques de mobilité sont intégrées dans des habitudes et dans des façons de faire qui sont difficiles à déconstruire et qui sont aussi intégrées à des processus et à des logiques aussi familiales de foyer. On sait très bien, bah, par exemple, que les gens vont accompagner leurs enfants à l'école avant d'aller au travail, donc peut-être qu'ils vont utiliser le même mode ou en tout cas avoir des modes qui coïncident bien, ou peut-être que des personnes au sein d'un foyer vont partager un véhicule, par exemple, et je me demandais comment, voilà, dans le challenge, à Strasbourg, vous arrivez à prendre en compte aussi les besoins de la famille ou en tout cas du foyer dans lequel s'intègre, le citoyen qui va s'engager dans le challenge, au boulot à vélo?
C'est très simple, ça s'appelle un vélo cargo. C'est parfait pour une famille avec 2-3 enfants, avec les courses, et cetera. C'est très simple, ça passe partout sur les pistes cyclables et donc chaque famille peut participer au challenge Vous la vélo. On a un gros dispositif, hein, de promotion du cargo, donc tout ça, ça explique aussi, je pense, les très bons résultats de cette année, hein. Ça fait 3 ans qu'on est engagé dans un programme qui s'appelle CCCB, hein, City Changer Cargo Bike. Donc on a travaillé sur ces aspects-là, le vélo utilitaire, le cargo familial. Donc c'est vrai qu'on peut emmener des familles aussi avec nous dans un challenge comme ça, par cette promotion de cet équipement en particulier. Et puis le fait qu'il y ait à l'école à vélo, en parallèle d'au boulot à vélo, ça c'est une vraie réussite aussi. C'est-à-dire que toute la famille part, en même temps, à la même heure et tout le monde fait le challenge, dans la même période, quoi. Je vois qu'il y a une question sur l'investissement du cargo. Pareil, ça fait 2 ans qu'on aide financièrement les cargos, sur la collectivité. On offre 500 € pour un achat de cargo pour les ménages les moins fortunés. Non, je dis des bêtises d'ailleurs, le cargo, Pour c'est tout le pour tous monde, les ménages. pour tous les ménages, oui. Voilà, plus les primes, éventuelles de l'État, ça là, on sent que ça fait 2 ans que, le cargo prend de la place dans le paysage et donc c'est une des solutions familiales qui existent. Et il y a aussi la solution remorque pour ceux qui veulent pas investir tellement, mais on le voit vraiment beaucoup des familles avec les remorques ou les vélos cargo ou avec des vélos long tail, qui donc il y a une panoplie de solutions pour les familles. Merci à vous. On a encore un petit quart d'heure. Ce que je vous propose, c'est de passer à la séquence de questions-réponses. Donc, on a mis sur, là, vous devez le voir à l'écran, on a designé un mural avec, où on a copié-collé tout simplement toutes vos questions qui ont été posées dans le chat. On les a copié-collées dans ce mural-là qu'on a pu divisé en 4 parties, des questions sur l'évaluation, des questions sur les obstacles à la pratique. Celles qui sont en rapport avec des choses très pratiques sur l'organisation du challenge, notamment de Strasbourg, et un thème sur le changement de comportement. Ivana était très active dans le chat pour répondre à certaines des questions, donc on les a également copiées-collées, elles sont en jaune. Ce mural-là, on vous en fera à la fin du webinaire un PDF que vous pourrez télécharger en même temps que revoir le replay sur notre site internet. Il y a des questions très intéressantes, notamment de Mathias sur le changement de comportement. Clément, je crois que tu as pu les lire et les poser pour pouvoir y répondre. Oui, d'ailleurs, peux-tu zoomer un peu dessus, Marie, sur le Ouais. mural pour qu'on voit un peu mieux peut-être? Mais il y avait notamment une question de Mathias encore sur la question, voilà, des représentations du vélo comme mode de déplacement pour les cadres urbains. Donc on revient aussi à la question qui avait été évoquée par Xavier tout à l'heure, de peut-être pas faire un challenge qui soit trop orienté vers des cyclistes déjà aguerris et pourrait pas être identifié comme étant sur un public. Peut-être comment on fait pour sortir, voilà, de représentation de l'image et de l'usage du vélo qui est orienté sur, un profil sociologique particulier. Xavier, est-ce que vous avez une idée, des réflexions là-dessus, sur notamment en termes de campagne de com ou pour attirer du public? Ouais, classiquement, dans la com, on a tendance quand même à choisir les personnes qu'on montre à travers des stéréotypes, quoi. Et c'est vrai que enfin, vous le voyez très souvent dans la pub, hein, c'est pas du tout un hasard si on vous montre différentes catégories de population qui utilisent le produit qu'on essaie de vous vendre. Là, de la même manière, j'imagine que vous le faites, on peut décliner les images pour avoir un type en costard, une dame en jogging, un jeune avec un sac à dos, un papy, un gars en bleu de travail. Enfin, on peut essayer de diversifier pour essayer de montrer que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ça c'est une chose. Mais je pense que par ailleurs, vous avez quand même l'entrée de la mobilisation des entreprises, où c'est intéressant de panacher. Et peut-être si vous vous apercevez que vous avez des entreprises du centre-ville, c'est peut-être intéressant d'aller chercher les entreprises de la périphérie si elles viennent pas toutes seules, ou l'inverse, pour essayer aussi par ce biais-là de recruter les différentes populations. Et je pense d'ailleurs il y a le sujet, là vous avez l'école et le travail, mais je pense qu'il faudrait aussi parler aux autres, parce qu'on a quand même toute une partie de la population qui ne va ni à l'école ni au travail, pour différentes raisons. Et c'est vrai que c'est intéressant peut-être de réussir à les inclure aussi, parce que finalement ils génèrent des déplacements. Et ce serait peut-être bien de leur parler, même si ce n'est pas une question de statut social.
Juste pour apporter une petite précision, nous, on a aussi fait des campagnes où on a montré donc les différents types de participants. Donc, vous avez vu l'affiche avec un pompier. À travers de ces campagnes-là, on essaie de montrer qu'il y a une panoplie des personnes et des différents statuts sociaux qui font notre challenge. Et donc vous avez aussi un peu répondu à une autre question qui avait été posée dans le chat par Gabriel sur comment toucher voilà, les personnes qui sont hors du centre des grandes métropoles, donc dans les zones périurbaines, les employés, les ouvriers. Ivana, vous avez rapidement répondu dans le chat en disant que vous avez réussi à toucher des entreprises dans le secteur du port. Voilà, comment vous vous êtes pris pour toucher ces entreprises-là? Est-ce qu'elles sont venues vers vous? Est-ce que vous êtes allé vers elles? C'est notamment donc ma collègue qui accompagne les entreprises, quand elle fait des réunions avec eux, elle parle beaucoup de notre challenge au boulot à vélo. Et ensuite, donc, on a cette chance que les entreprises ont des référents, comme on a parlé pendant la présentation, qui sont très actifs, très motivés. Et donc, on est très souvent en contact avec eux. Et donc, en fait, ils motivent leurs équipes. Et donc, il y a vraiment beaucoup de motivation. Chez nous, notamment au Port du Rhin, comme j'ai dit, les entreprises travaillent pendant la nuit, 24 heures, en fait. Et ça marche grâce à cette communication avec les référents qui donnent l'information ensuite. Et aussi grâce à la collectivité qui ramène de plus en plus de pistes cyclables donc vers les usines et vers les industries où avant, c'était la seule possibilité d'y aller, c'était en voiture. Maintenant, avec le déploiement des pistes cyclables, ça ramène aussi la facilité pour participer au challenge boulot à vélo. J'ai une question. Je rajouterais juste un petit élément hein, sur justement aller chercher ces publics qu'on estime être éloignés du vélo aujourd'hui. Pour redire que le challenge, c'est un de nos outils de management de la mobilité à l'échelle du territoire. Ça peut pas être le seul. Donc, on travaille sur différents fronts, effectivement, avec les employeurs, autour des infrastructures, avec les associations de promotion du vélo aussi, hein, il y en a plusieurs sur le territoire. Il y a des ateliers d'autoréparation qui sont dans les quartiers, qui sont plus proches aussi des populations peut-être plus populaires. Et du coup, tout ça, c'est cet environnement vélo, hein, cet écosystème vélo qu'on essaye de soutenir, qui fait qu'on arrive à enrôler ou pas du monde sur le vélo. Donc c'est une pierre à l'édifice quelque part, mais on va parler du challenge, on va parler du vélo, on va parler des modes alternatifs de manière un peu générale à ces publics-là. Et par contre, c'est pas simple et c'est clairement pas les premiers qu'on a dans nos inscrits. Voilà. Mais on a un point d'attention particulier pour eux. J'ai peut-être une question sur l'évaluation ou du moins la pérennisation des animations, des challenges. Une question de Florence qui dit comment pérenniser un côté one-shot du challenge et accompagner durablement. Et ça peut aussi être en relation avec la question de Christophe qui dit que pensez-vous des challenges continus à l'année type géo-vélo? Peut-être Xavier, si vous avez une réponse Je me rends là-dessus. pas tout à fait compte de ce que ça recouvre, ces challenges continus à l'année, mais j'imagine que c'est du coup plus quelque chose qui consiste à s'engager à un certain niveau de pratique ou à essayer d'augmenter sa pratique. Donc c'est quelque chose qui est plus contre soi-même, je pense. Pour ce que j'en sais, pour l'avoir vu sur d'autres choses, il y a des gens que ça intéresse beaucoup, cette histoire de progresser, d'améliorer ses performances, de s'évaluer, de tout ça, qui vont du coup être très friands de ce genre de choses-là. Mais bon, ça touche vraiment, je pense, plutôt une minorité quand même. Alors autant, c'est bien de leur proposer, mais dans la perspective où l'objectif, c'est quand même à un moment donné d'essayer de faire une transition de la mobilité, j'ai peur que ça soit pas le premier levier à activer, quoi. Et puis une dernière question hein, en rapport à ce thème, c'est Claire qui nous pose la question. Que pensez-vous du challenge vélo proposé par le collectif Mea Vélo en partenariat avec Géo Vélo? Je suis surprise de ne pas le voir dans votre présentation. Voilà pour les demandes de Claire. Est-ce que Cécile, Ivana, vous voulez rebondir sur ce sujet du one shot ou du en continu ou de manière intermédiaire sur des périodes moyennes? Alors, c'est vrai qu'on ne s'est pas rattaché à Mea Vélo parce qu'il y a eu ce souhait à un moment donné de se focaliser sur le mois de juin. On a une antériorité qui est un peu plus forte que Mea Vélo aussi, donc en fait, on surfe un peu sur notre outil, au boulot à vélo. Heu, je suis un peu mitigée, je dirais pas qu'on n'a pas besoin de Mea Vélo
mais c'est un autre rendez-vous qui est proposé à l'échelle nationale et c'est vrai que nous, on met le paquet sur juin. Ça pourrait être mai. Après, c'est chaque territoire, je pense, doit pouvoir être un peu libre d'organiser ça comme il le pense et comme il le sent. En mai, il y a énormément d'événements sociaux, hein, pour la population à Strasbourg. Il y a d'autres rendez-vous, en fait. Donc voilà, le mois de juin, c'est posé comme ça. Hem, je prendrais bien l'exemple de nos collègues allemands, qui promeuvent un événement qui s'appelle Stadtradeln, qui s'appelle ville en selle en français et là où on choisit aussi sa période de challenge. C'est-à-dire qu'il y a tout l'outil, il y a tout l'arsenal, de mise en place d'un challenge vélo qui existe et après on choisit sa période, on choisit si c'est 2 semaines, on choisit si c'est plusieurs fois 2 semaines, plusieurs fois un mois, si c'est septembre. Moi je suis pas, je suis un peu mitigée. Je pense qu'il faut pouvoir choisir la période qui convient le mieux au territoire, où on peut se concentrer et puis proposer de l'activité, avec les moyens qu'on a aussi. Et Merci. parlant Je de pense qu'il y a moyens, je voudrais profiter pour rebondir parce que c'est marrant Mmh. la terminologie choisie par les Allemands parce que eux ils parlent de la ville. Ouais. En fait, il y a un projet et c'est ça qui est marrant dans Au boulot à vélo, c'est qu'on se demande pourquoi en fait. Mais pourquoi je ferais ça? Parce que le vélo c'est bien. Enfin, il y a une espèce d'idée très implicite que le vélo c'est bien, ou qu'en tout cas ça a une raison d'être qui est déjà connue par les personnes. Alors que pas forcément en fait. Ce serait peut-être intéressant de se demander pourquoi on parle pas de la raison d'être du projet qui pourrait être finalement un axe de communication, ce qui n'est pas le choix que vous avez fait. Alors c'est une super bonne stratégie, hein, parce qu'il vaut mieux faire confiance aux individus pour affecter eux-mêmes la raison d'être que d'essayer de leur fournir et qu'ils soient en désaccord. Mais ça, enfin, je sais pas, ce serait quand même proposer une finalité qui fasse sens, ça change beaucoup de choses, quoi. C'est vrai que là, dire ville, c'est vrai qu'en fait on dit quelque chose, quoi. On propose un résultat qui est une certaine ville et qui est quand même quelque chose en général dont les habitants se soucient un petit peu. Et voilà, enfin, je n'ai pas de proposition spécifique à faire, mais je pense que c'est intéressant de réfléchir à la finalité, au sens de l'action proposée aux participants, surtout aux non-participants. Merci. Je vous propose, Clément, est-ce que tu as une dernière question avant qu'on conclue le webinaire sur, le Très, mural? très rapidement, il y avait aussi une question sur la question de la récompense matérielle ou sociale aussi. Comment placer le curseur par rapport aux deux? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Quels sont les effets des deux? Est-ce qu'il faut mieux les combiner ou Xavier, peut-être un des éléments là-dessus? Ben ouais, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire. Il n'y a pas forcément de concurrence entre les deux. Je pense que le sens de l'action dont je parlais à l'instant est en fait une grosse partie de la récompense parce qu'en fait on va pas. Enfin, sauf quand les récompenses sont vraiment notables et fortes, comme un salaire par exemple, on ne s'engage pas dans des choses pour la récompense, pour toucher la récompense. On s'engage parce qu'il y a l'idée de la récompense qui participe au fait que ça fasse sens et que ça donne envie, mais la récompense vient seulement après. Donc ce qui nous intéresse, c'est comment l'individu croit à la pertinence de cette récompense, quel effet ça lui fait, à quel point ça l'attire. Et du coup, ce qui compte, c'est cette aspiration que ça crée dans l'individu. Et finalement, que ce soit social ou matériel, la dynamique est à peu près la même. Le problème de la récompense matérielle, c'est qu'elle peut être perçue comme sans intérêt. Et aussi comme un peu infondée ou déplacée. Et du coup, donner le sentiment que finalement, c'est un peu minable d'aller participer pour ça. Alors que la récompense sociale, si on s'y projette, si elle est évaluée par l'individu qui se dit ah bah oui, j'aurai une bonne image de moi-même, bon, il ne le dit pas comme ça, mais bon, il se rend bien compte que ça va lui faire plaisir de se dire qu'il a participé. Là, c'est lui qui fabrique l'idée de récompense. Le fait qu'elle soit matérielle, ça vous oblige à préciser quelque chose, et c'est plus cette précision qui est le problème que le fait qu'elle soit matérielle. Je ne sais pas si je suis très clair. Merci, à vous. On tente une petite, conclusion. Alors c'est une conclusion qu'on a préparée, tous ensemble, avant le webinaire. Beaucoup de choses ont été dites. À vous, de la compléter, cette conclusion. Une conclusion en 4 points. Il faut enfin les challenges devraient, dépasser la simple action de promotion. On l'a vu et c'est ce que nous disait, l'Eurométropole de Strasbourg, c'est une vraie dynamique d'entreprise, d'animation d'entreprise. C'est de créer des nouvelles représentations, du vélo. Un
un point qui est le public cible et son recrutement. Donc, qui on souhaite recruter dans un premier temps, dans un second temps, et puis à plus long terme, les cyclistes, non-cyclistes, les salariés, etc. Avec des animations physiques et numériques qui correspondent finalement aux cibles, public cible qu'on a définies. Troisième point, garder en tête les effets de temporalité. Donc, on en a parlé tout à l'heure, le one shot du challenge ou sur un mois complet ou finalement à 6 mois, à 1 an. Donc, il faut avoir effectivement ces effets de temporalité en tête quand on souhaite construire un challenge mobilité, un challenge à vélo. Et surtout, on l'a vu avec Strasbourg, c'est comment évaluer. Comment évaluer ces méthodes-là? Est-ce qu'on évalue sur du kilomètre? Est-ce qu'on évalue sur un nombre d'inscrits? Ça, c'est peut-être les indicateurs les plus simples, mais pensez au-delà, qui vous permettra finalement chaque année de faire autrement, faire mieux et atteindre vos objectifs long terme. Et c'est dès en amont, dès la construction du challenge mobilité, c'est de se pencher sur qu'est-ce que je récolte comme information qualitative, quantitative et sur quelle temporalité. Donc c'est une conclusion très courte, je pense qui peut largement être complétée avec tout ce qu'on vient de se dire pendant cette 1h30 de webinaire. Peut-être pour terminer, on est pile poil dans les temps, mais j'aimerais passer la parole à chacun des intervenants. Un petit mot de la fin, qu'est-ce que vous retenez ou un conseil peut-être pour ceux qui souhaitent mettre en place des challenges de mobilité. Là, au début, on en était en introduction. Est-ce que vous avez mis en place ou pas déjà un challenge? On a vu qu'il y avait pas mal des participants qui sont peut-être un petit peu novices sur ces questions. Je passe de manière très arbitraire la parole à Cécile. Un petit mot de la fin ou un conseil? Pas facile, de synthétiser. Un petit conseil, peut-être, regarder ce qui se passe effectivement du côté, de Mai à vélo, de Au boulot à vélo, de comment vous pourriez vous inspirer de ce type d'événements qui ont un peu d'historique. Et puis commencer petit, c'est pas grave. Je pense que, on voit aussi qu'il y a un effet, année après année, donc faut savoir commencer petit et aller chercher les gens, qui roulent, qui peuvent être des bons ambassadeurs pour, l'événement. Il faut pas faire ça tout seul. Et moi, si c'est mon tour, oui. Ouais, je continue, j'ai commencé à Oui, parler. oui, allez-y. J'avais aussi l'histoire de commencer petit. Effectivement, je pense qu'il faut viser loin. Et viser loin, ça veut dire y aller par étapes. Et donc, il faudra que ce soit pérenne. Donc, il ne faut pas vouloir trop gros et abandonner la première année parce qu'on n'a pas eu les bons résultats. Donc, il faut viser suffisamment bas pour gagner le premier coup et le refaire, et le refaire, et le refaire. Et l'autre chose que je voulais dire, mais que je me suis permis de marquer, c'est que dans l'évaluation, je pense qu'il y a aussi une chose qui est très importante et dont j'ai pas entendu parler là, c'est qu'il faut interroger ceux qui participent pas. Il ne faut pas évaluer que ceux qui participent, il faut aller voir ceux qui viennent pas et leur demander pourquoi ils viennent pas, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, qu'est-ce qu'ils en ont pas pensé, enfin bref, mais parce que c'est eux aussi c'est eux en fait la cible, donc ce serait bien de les interroger de manière systématique. Voilà, et en tout cas, faites des challenges mobilité, c'est bien. Merci Xavier. Ivana? Peut-être pour finir sur une note très pratico-pratique. Donc, j'imagine si vous avez jamais fait, vous pensez le faire, vous pensez vous inscrire dans une durée, pas le faire juste une année. Dans ce cas-là, choisissez bien vos dates et il faut les tenir. En fait, la chose qui est super avec pourquoi nos challenges marchent, parce que chaque année, c'était en juin. OK, maintenant, on a passé de semaines à 1 mois, mais toujours en juin. C'est aussi pourquoi on n'a pas fait le mai à vélo ou septembre ou novembre ou n'importe, parce que au boulot à vélo, c'est chaque année en juin et c'est super pratique, en fait. Les gens savent: «Ah, c'est juin, c'est au boulot à vélo». Donc restez sur les mêmes dates, c'est bien et faites des challenges, c'est bien.
Merci à vous tous et qui avez participé, autant les intervenants que les participants. Je n'ai pas bien vu le décompte, mais je pense qu'on était à peu près 80. Beaucoup de personnes se sont également inscrites pour avoir le replay. Donc, ce replay qui sera très prochainement disponible sur notre plateforme internet www.mobilité au pluriel-active au pluriel.fr. Dans un onglet webinaire que vous trouverez vraisemblablement dans une rubrique qui doit s'appeler approfondissement. Donc, n'hésitez pas à aller consulter, revoir les replays plus le PDF du mural qu'on vous mettra en téléchargement également. Merci à tous de votre présence, en espérant que ces présentations vous aient donné soit envie de monter des challenges vélo ou marche ou mobilité de manière générale. Et pour ceux qui en font depuis très longtemps, de voir les petits points à améliorer ou sur lesquels vous pourriez progresser. On vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à toutes.